Bonjour Céline, bonjour Yvan. Est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui, pour vous, représentent le mieux votre domaine? Aujourd'hui, on a choisi de présenter 3 vins différents. Donc le premier vin, c'est du Riesling Rittersberg de Chervillers 2018. Alors pourquoi ce vin-là, en étant situé à Guebwiller? Donc nous, notre famille, autrefois, on avait des vignes à Chervillers. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, ces vignes étaient exploitées par notre propre famille et c'était véritablement des vignes. Après la Première Guerre mondiale, je ne sais pas pourquoi, mais mon père me disait que finalement ils ont enlevé les vignes et ils avaient mis des arbres fruitiers. Et nous, on a eu l'opportunité de racheter cette parcelle de Riesling à un petit cousin de mon père dans les années 2000-2003. Et donc, on venait de se connaître avec Céline. Et donc, pour voir ce que c'est que de se marier avec un viticulteur, tous les samedis, on allait, on va dire, déboiser, arracher les acacias, faire du feu. Alors, bien sûr, il y avait la petite récompense à midi, on faisait un petit barbecue. En tous les cas, la parcelle fait un peu plus que 38 arts. Et elle nous a pris, on va dire, 3 mois d'hiver, tous les samedis, pour tout déboiser. En 2004, elle a été plantée en Riesling et depuis, le temps que la vigne s'installe, etc., là-bas, le terroir est très très particulier. Et donc, le temps que la vigne s'installe, notre première cuvée qu'on a fait à part, finalement, c'est Riesling 2018. Voilà, oui, donc c'est vrai que j'ai failli perdre patience. Parce que donc on a déboisé en 2003. C'était vraiment, on venait de se connaître, on a passé tous nos week-ends là-bas. J'avoue que à l'époque, on n'a pas pris quelqu'un pour déboiser, on a vraiment fait tout nous-mêmes. Bon, les bons moments, c'est aussi les moments du pique-nique forcément, mais en fait, avant d'arriver vraiment à un produit final, il nous a fallu plus de 10 ans. Et c'est vrai que des années, on se faisait manger la récolte par le gibier. Des années, en fait, il faisait trop chaud parce qu'on a un terroir, c'est un terroir quand même très difficile. Donc, en fait, il faisait beaucoup trop chaud et la vigne séchait. Il nous a fallu quand même 10 ans pour dompter la vigne, apprendre à la connaître et, on va dire, en tirer une première cuvée. Qui va sortir cette année, qui s'appellera la cuvée R. Et donc on s'est dit pourquoi pas la présenter parmi les 3 vins parce qu'elle nous représente vraiment tous les deux. Voilà. Donc pour le deuxième vin, étant pas très loin de l'ère du Klebner de Heiligenstein, il nous a semblé tout à fait évident de présenter du Klebner de Heiligenstein. Et en fait, ça c'est du Klebner de Heiligenstein 2017, QVZ, qui est une sélection parcellaire, on va dire spéciale. Donc le Klebner de Heiligenstein, très brièvement, c'est une appellation communale qu'on peut cultiver sur 5 villages. Donc Heiligenstein, Gerthuler, Goxwiller, Bernhardswiller et Goxwiller. L'aire d'appellation représente en gros 45 hectares de vignes. L'aire d'appui, c'est 45 hectares de vignes. Et le cépage, c'est du Savagnin rose. Alors très succinctement, pour la petite histoire, c'est un dénommé Ered Vans en 1742, qui était à l'époque le maire de la commune, qu'il a rapporté d'un de ses voyages dans le Tyrol, du Tyrol italien, et qu'il a originellement planté à Heiligenstein à ce moment-là. Et donc en 1971, il y a eu la première, on va dire, délimitation, et en 2005, me semble-t-il, il y a eu la délimitation définitive du Klebner de Heiligenstein. Et donc pour nous, c'est un cépage qui est très intéressant, parce que finalement, il représente une toute petite partie du vignoble alsacien. Je crois que c'est quelque chose entre 0,2 et 0,3% de la surface alsacienne totale. Alors c'est vrai que moi le Klebner j'y tiens parce que c'est aussi un cépage que j'ai dû vraiment mettre en avant au niveau de la boutique. Quand je suis arrivée, en fait on le valorisait vraiment très peu en tant que Klebner. D'ailleurs on en vendait aussi très peu. Et en fait pareil, au bout de 10 ans c'est notre meilleure vente parce qu'on a su en parler.
Donc c'est un vin, on va dire, en dehors des connaisseurs qui viennent chez nous en disant voilà, je veux goûter un Klevner parce qu'ils connaissent et voilà, ils viennent vraiment pour le Klevner. On a quand même 90% de la clientèle qui va venir pour un Riesling, pour un Gewürz, des cépages beaucoup plus faciles, beaucoup plus connus. Et en fait, c'est vraiment à nous de faire la démarche de leur présenter le Klevner, de leur expliquer le Klevner. Et on va dire que, allez, dans 90% des cas, ils repartent avec une bouteille. Parce que c'est un vin qui est facile, gouléant et qui plaît énormément. Et en fait, c'est aussi la bouteille qu'on ne va pas trouver ailleurs. Et voilà, quand on habite Paris, et ben, même si on a beaucoup de cavistes, très peu font la démarche quand même d'avoir du Klevner de Wittgenstein parce que c'est un cépage qui demande beaucoup d'explications. Et même, on va dire, les sommeliers, des fois, c'est assez compliqué de leur vendre. À l'export, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut en parler. Mais c'est un vin qui plaît énormément, voilà, et qui a demandé du temps. Mais aujourd'hui, voilà, c'est notre best-of au niveau de la boutique. Et pour finir, le troisième vin, donc on s'est dit en Alsace, on pense toujours au vin blanc d'Alsace, mais on sait aussi faire des pinots noirs, on va dire, très sympathiques. Donc ce pinot noir, c'est une cuvée un petit peu particulière. Donc c'est un pinot noir qui vient du Grand Cru à Mittelbergheim, du Grand Cru Sachsenberg. Et c'est un pinot noir élevé, vinifié et mûri en barrique 21 mois. Donc on a différentes sortes de pinot noir. En général, l'élevage en barrique pour les pinots noirs traditionnels, c'est 9 mois. Et quand on sent qu'il y a un potentiel, on va dire, supérieur à la normale, ben, on essaye de faire des élevages plus longs et puis on est tombé sur 21 mois. Voilà. Et donc c'est un pinot noir qui est vinifié à la bourguignonne. Alors moi, le pinot noir, c'est aussi toute une histoire. C'est un petit peu comme le Riesling. C'est le premier vin, en fait, où j'ai vraiment participé. En fait, la première année que j'ai connu Yvan, on va dire même en tant qu'ami, en fait, je suis venue faire les vendanges. Et donc, du coup, le soir, ben, voilà, j'avais le temps. Et donc, du coup, il m'a dit, bah, voilà, tu peux m'aider si tu veux. On va remplir, en fait, les fonds de cuve avec les raisins. Donc je m'en rappelle vraiment très bien parce qu'on avait un stagiaire, enfin Yvan avait un stagiaire à l'époque. Et en fait tous les deux, on était avec nos seaux de raisin en train de remplir le fond des cuves voilà, pour les macérations. Donc c'est vraiment un moment aussi voilà, qui me tient à cœur et voilà, c'est aussi un des premiers vins auxquels j'ai participé sur le domaine. Donc c'est vrai que ces trois vins-là nous représentent bien, sachant que voilà, on a plein d'autres cuvées, plein de spécialités. Mais voilà, ce sont vraiment nos trois petits coups de cœur. Le pinot noir, moi j'aime particulièrement parce que ça me rappelle les bonnes années vitivinicoles à la Vitie à Beaune. Donc voilà, le pinot noir fait partie intégrante des vins. La personnalité, notre maison. Formation. Maintenant, je pense qu'il serait bien qu'on passe à la dégustation. Allez, donc, soyons fous. Voilà. Donc le premier vin qu'on va goûter, c'est forcément le Riesling Rittersberg. Donc en fait, ce Riesling Rittersberg provient donc de la commune de Chervillers. Au niveau, on va dire, terroir, on est sur un terroir granitique, un granit relativement érodé, pas mal assez sablonneux aussi, un terroir vraiment très pauvre qui est orienté vraiment plein sud. D'ailleurs, on a une superbe vue sur la plaine d'Alsace quand on est sur le Rittersberg et que c'est un rêve un jour de pouvoir se dire voilà, on aurait un petit chalet là-haut, c'est trop bien, c'est trop beau. Donc on a une vue vraiment sur toute la plaine d'Alsace et donc on est vraiment tout en haut du Rittersberg. Hein. On est juste, on va dire, sous la table d'orientation. Pour repérer un peu les gens qui connaissent le coin. Ouais, voilà. Et donc au niveau altitude, on est à peu près à 230 mètres. Et donc on a vraiment un microclimat sur ce lieu-dit qui représente que 4,8 hectares, donc qui est vraiment tout petit. Nous, on a la chance d'avoir pratiquement 1,5 hectare de Riesling et 1,5 hectare de Pinot Noir qu'on a planté l'année dernière. Donc on aura, on va dire d'ici quelques années, 1 hectare de ces 4,8 hectares. Donc
c'est pas mal. C'est pas mal. Et voilà, donc ça va vraiment nous permettre de compléter la gamme parce qu'on est sur un terroir très différent de ce qu'on trouve sur Gardulaire, on vous en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Et donc on a aussi ce microclimat donc, avec des températures qui sont de 7 à 8 degrés supérieures à la norme alsacienne. Donc les vignes, elles, forcément, sont vraiment très sollicitées, mais elles sont beaucoup mises à contribution voilà, beaucoup pour qu'elles arrivent, on va dire, à trouver, on va dire, les éléments minéraux voilà. et surtout l'eau. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, hein, on a planté cette vigne en 2004, 5 années jusqu'à que la vigne produise quelques raisins. Qu'est-ce qu'ils ont fait entre 2009 et 2018 hein, on pourrait se poser la question. C'est clair. C'est vrai que chaque année, on avait plein d'espoir. Au mois de juin, on y allait, on regardait, ah ben là super. Et puis manque de chance, mi-juillet, eh ben, les raisins ils dessèchent, on croit qu'ils vont être bons. Et puis finalement, ben, le Riesling, on sait, hein, quand il a un petit coup de stress hydrique, après, soit il repart ou alors il repart pas. Et puis donc là, en 2018, on a été content parce que finalement, on a eu une année très très chaude avec un été avec des températures caniculaires. Et on a quand même réussi à avoir quelque chose. Donc, pour une première, on va dire que c'est pas mal. Maintenant, avec un peu de recul, on va voir ce qu'on arrivera à faire dans les années qui vont suivre. Donc on peut le goûter et puis on va en parler. Donc c'est très, très fin au nez. Quand le vin fermentait, en fait, il a fermenté très facilement. Et on a des notes, on va dire, je pense que ça vient du terroir granitique, un petit peu écorce d'orange, orange amer, des notes citronnées, agrumes. En bouche, c'est plein, avec du gras, tout en étant avec une certaine acidité. Le vin, il y a une belle longueur. Donc c'est un vin qui est vinifié sec. Donc souvent, c'est pas toujours facile à avoir, mais c'est un Riesling, il n'y a plus de sucre résiduel. Il est sec, c'est vif, il a été récolté à peu près à 12,5 degrés. Je pense que c'est un vin qui méritera, on va dire, un petit peu de bouteille avant qu'il se fasse. Donc il sera mis je l'ai tiré de la cuve, il sera mis en bouteille, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Et puis après, on va peut-être le sortir pour la fin de l'année, pour les fêtes de fin d'année. Et alors, pour un millésime qui s'est fait attendre, on en est content? Oui, alors, j'avoue qu'il y a un mois, je l'ai goûté au flux et j'étais hyper emballée parce que j'ai vraiment retrouvé le Riesling que j'attendais depuis des années puisque nous, on n'a ici pas du tout un terroir granitique. Donc moi, ce que j'attendais vraiment de ce Riesling, c'était quelque chose de très vif, de très droit, de très franc. Et c'est vrai qu'il y a un mois, on retrouvait vraiment ce côté très, très droit. Après, là, je trouve qu'on est sur une phase un petit peu plus, l'acidité, c'est quand même déjà un petit peu fondu. Et on retrouve forcément quand même le côté très agrume. Et il est assez ample. Après, on est sur 2018. Donc forcément, on a l'effet millésime. Et je trouve que là, voilà, on sent l'effet millésime qui arrive quand même. Maintenant, on va le regoûter dans quelques mois. Après, dire, voilà, on va le sortir en fin d'année, on va le regoûter aussi en fin d'année avant de le sortir. Par exemple, le Pinot Noir 2015 qu'on vous présente, c'est un Pinot Noir qui n'est pas à la vente. Parce que on estime qu'il n'est encore pas assez abouti, assez fondu pour pouvoir le sortir. Donc, ce Riesling, c'est pareil. Je pense qu'on va un petit peu l'oublier et puis voir un petit peu comment il évolue. En tout cas, il change. Il est quand même encore très changeant. Mais en tout cas, j'ai hâte. Et quoi qu'il en soit, ça sera le premier. De toute façon, c'est quand même une belle récompense. Parce que finalement, avec toutes ces années d'efforts, et puis tout cet espoir qu'on a mis derrière, et puis on a quand même eu
pas mal de déceptions où chaque année. Moi, j'ai failli tout vendre à un moment. Hein. Céline me disait, ah ben non, écoute, maintenant, ça On le suffit, vend. on va vendre la parcelle. Et puis moi, il faut être plus mesuré. Ah ouais, Le moi, vin, ça se fait pas d'un claquement de doigts. j'ai failli Ah bon? Il faut savoir être là quand c'est le moment. Voilà. Donc, voilà, Donc, en fait, on a eu de la chance avec le il millésime vent a eu 2018. peur et peut-être que le vin a eu peur, enfin le Voilà. Riesling a eu Et peur. donc, on est plein d'espoir Il aussi. l'a senti, il pour, s'est dit bon, allez, voilà. cette année je le fais. on est année, aussi je le plein d'espoir pour 2019, qui finalement. Bah, après, on aura des c'est- millésimes. on va On verra, dire commence dans 3 mois. tout à fait bien. Voilà, exactement. Ok, donc pour le Riesling. Bon, ça va, pour un premier. Pour un premier, c'est pas trop mal. Hein, franchement, Il a sa petite histoire. Mais c'est vrai qu'il chauffe vite les vins. Donc le deuxième vin qu'on va présenter, bah, ça va être le Klevner de Liegenstein. On va rester sur les blancs. Et donc en fait le Klevner de Liegenstein, donc ils vont un petit peu expliquer l'histoire du cépage. Au niveau géologique et géographique, donc l'aire d'appellation est juste en dessous le village de Liegenstein, à une altitude à peu près de 215 mètres, donc on n'est pas très très haut non plus. Au niveau de la géologie, on est plutôt sur de l'argilo, graisseux, siliceux, enfin c'est un petit peu un mélange de tout, quand même avec une dominante argileuse, des sols relativement lourds, assez humides. Et c'est vrai que le Klevner, c'est un cépage qu'il faut dompter, c'est un cépage très résistant. Et d'ailleurs en 2006, quand on a eu cette année très difficile, très pluvieuse, très humide, C'était vraiment, ouais. c'est le cépage qui a résisté C'était à vraiment la pourriture. le cépage gagnant du millésime 2006. Voilà. Je me rappelle, j'ai un souvenir de ce millésime 2006, mon Dieu, quelle catastrophe. On sortait avec le camion, on s'est embourbé avec le camion, ouais, etc. beaucoup de vignerons se rappellent de Et ce Voilà. millésime. finalement, deuxième partie des vendanges, on y allait voir les raisins de Klevner, parce que bien sûr, on ne pouvait pas tout vendanger en une fois. Et le Klevner, c'est vrai que le Klevner, il a la particularité, contrairement au Gewürztraminer, d'avoir une pellicule beaucoup plus épaisse. Plus épaisse, hein. Et finalement, la grappe de Klevner, elle est aussi bien différente d'une grappe de Gewürztraminer. Il y a toujours la grappe centrale, où les raisins, les baies sont beaucoup moins resserrées les unes sur les autres. Et de part et d'autre de cette grappe centrale, il y a deux petits grappillons. Et donc la grappe est beaucoup plus, on va dire, les grains sont beaucoup Écartés, plus espacés. ouais. Et la peau étant plus épaisse, ce serait presque à réfléchir de pouvoir en faire des vins liquoreux. Parce que vraiment, c'est un raisin qui se prête bien à être vendangé plus tard dans l'arrière-saison. Plus tard dans la saison. Donc Par c'est contre, vrai ça poserait que peut-être le problème de la pourriture noble, par contre. oui, Peut-être ben un après, VT, oui, mais peut-être pas un ouais, voilà, oui. C'est vrai Et c'est qu'avec vrai le que- pinot gris, les grains nobles, et on arrive à les faire plus facilement qu'avec du Gewürz. Donc peut-être effectivement qu'avec du Klevner. Et donc 2006, c'est vrai que bon, on revient un petit peu à 2006, c'est là où on a sorti notre premier QVZ, parce que là on vous présente en fait la gamme QVZ. Donc chez nous, les QVZ, ce sont les fleurons de la maison. Donc on n'en fait pas tous les millésimes, c'est vraiment le millésime, on va dire exceptionnel. Et donc 2006, c'est là où on a sorti notre première cuvée. Et donc après, qu'on a ressorti, donc c'est l'année de naissance de notre petite fille. Donc on l'avait appelée cuvée opaline. Donc voilà, ça avait un peu aussi cette petite histoire. Et donc on en a refait en 2015 et donc dernièrement en 2017. Donc 2017, donc c'est celui qu'on a actuellement à la boutique. Et on l'a choisi plutôt qu'un 2018 qu'on a aussi à la boutique, parce qu'on est vraiment sur un cépage qui représente bien le millésime. 2018 étant une année un petit peu chaude, on va dire que ça a faussé un petit peu le côté variétal. Et là, vraiment, 2017, on est sur un Klevner typique du cépage, en plus bon, avec beaucoup de matière, donc Yvan en parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce Klevner. Voilà. Donc on peut passer à la dégustation. Eh ben allons-y. Voilà, et on va aussi donner Arroser quelque les chose à plantes. boire. Voilà, on Arroser arrose les les plantes. plantes au Assez belles vassal. plantes. La pire, hein, comme arrosage. Ouais. Qu'est-ce que je fais,
sinon, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Klevner de Evigenstein? Le Klevner étant un cépage un peu particulier, en termes de gastronomie, ça se marie comment par rapport Alors, sur un Klevner, on va dire traditionnel, on l'associe très bien au, comment dire, tout ce qui est tarte flambée, mais ça va très bien aussi sur ce qui est volaille, viande blanche. C'est vraiment assez facile. Quand tu dis volaille et viande blanche, alors à ce moment-là, on peut partir sur du crémé ou juste... Ouais, du oui, crémé. aussi, ouais, En ça fait, va bien. de la cuisine onctueuse, veloutée. Je sais pas, moi je donne toujours un peu les mêmes exemples. Mais je sais pas, une escalope à la crème, des champignons par exemple. Un Klevner, on va dire, pas non plus avec une multitude de sucres résiduels, va très bien. C'est un vin assez passe-partout, finalement, qu'on peut presque suppléer à un pinot gris. Et finalement. Avec un petit peu plus de, comment oui. dire, de floral. Un peu de Et personnalité, ouais. aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, il va très bien avec les sushis. On est un peu dans cette tendance cuisine asiatique. Et je vois, nous, on travaille avec quelques restaurants asiatiques sur Strasbourg. Et voilà, Klevner est parfait avec une cuisine asiatique. Voilà, c'est... Voilà. Là où finalement le Gewürztraminer serait trop opulent, le Oui, Klevner voilà. c'est vraiment le bon Mais compromis. on a plus quoi. un côté floral, donc c'est vrai qu'il est plus facile. Nous, le Klevner, il se vend très bien, pas juste parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais souvent aussi parce que les clients, quand ils achètent du Gewürztraminer, finalement, ils sont un petit peu dans l'incertitude et ils ne savent pas trop avec quoi le présenter. Parce qu'eux, ils pensent Gewürztraminer apéritif et Gewürztraminer dessert. Mais le Gewürztraminer, il y a tellement de facettes différentes du Gewürztraminer qu'on peut très bien associer avec un Gewürztraminer sec, avec un plat épicé, un Gewürztraminer peut-être un peu plus rond avec un fromage fort, etc., etc. Mais il faut vraiment que les gens aussi sortent de ce cliché Gewürztraminer et qu'ils pensent plus juste à Gewürz, qui veut dire épicé, et puis finalement que le Gewürztraminer, il va bien avec toutes les cuisines épicées. Dans les grandes lignes. Ouais. Voilà. Donc on va le goûter. Donc le Klevner de Heiligenstein, il y a toujours un côté très floral, fleurs blanches, roses. Il ne faut surtout pas le goûter en pensant à du Gewürztraminer. Parce que fatalement, le côté épice exubérant du Gewürztraminer ne va pas être là. Et obligatoirement, la personne va être déçue. C'est quelque chose de beaucoup plus aérien. Ça a vraiment des notes, on va dire, très très florales, je le redis. Mais c'est quelque chose, je trouve, qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat, beaucoup plus en dentelle. Voilà. Et on a toujours une petite amertume en fin de bouche, qui est vraiment typique du cépage. Et qui donne aussi son caractère. 2017, avec quoi de particulier pour que le Klevner s'épanouisse aussi bien? Alors, je ne sais pas si c'est mieux, s'il était plus épanoui. Déjà en partout, 2017, il y en a eu moins que ce qu'il y aurait dû y en avoir. D'accord. Parce qu'en 2017, il y a eu un petit peu de gel. Donc nous, on en a eu un petit peu de gel, mais par rapport au Gewürztraminer, on va dire, beaucoup moins. Vu qu'il est un peu plus tardif, le Klevner, il y en a eu moins. Mais c'est vrai que l'année 2017, finalement, a particulièrement bien réussi au Klevner. Peut-être qu'on a aussi eu, maintenant... Les interrogations de la nature. Ouais, ou le travail à la cave, c'est peut-être mieux passé. Des fois, on ne sait pas toujours non plus tout maîtriser. Donc c'est vrai, quand on voit qu'on a un lot qui sort de la norme, on va le mettre à part et on va le passer en QVZ. Alors des fois, les gens viennent en nous disant « ouais, je veux un QVZ ». Mais en fait, on ne fait pas le QVZ tous les ans. C'est vraiment une gamme très particulière. Donc là, on en a fait 2 années de suite, 2015-2017. Donc voilà, les gens s'y habituent, mais peut-être qu'on n'en refera pas avant 2020, 2025. Ça, vraiment, il faut qu'il soit quand même nettement supérieur, qu'il ait du caractère et aussi qu'il ait du potentiel de garde. C'est ça pour nous qui est important. Parce qu'on va dire notre gamme traditionnelle, c'est une gamme plutôt gourmande, typique dans le cépage, tout ce qui est
traditionnelle, on est plutôt sur des vins à rotation rapide. Je veux dire, les vins d'Alsace sont aussi connus pour ça, je veux dire pour leur côté comment dire, frais, fruité, le côté très variétal. Et alors que les cuvées Z, on va aller plus loin. On va dire, c'est des vins qui ont beaucoup plus de charpente, de corps, et qu'on pourra garder et ressortir voilà, dans 10 ans. Et je pense qu'ils ont cette colonne vertébrale qui le permettent. Et puis ce qu'on souhaitait aussi, enfin moi ce que je souhaitais aussi, c'est que finalement quand on va chez des viticulteurs, il a la gamme des viticulteurs à la gamme traditionnelle, et après ils ont une gamme, on va dire, intermédiaire entre la gamme traditionnelle et vendange tardive. Et souvent, quasiment systématiquement, c'est des vins avec une grande sucrosité. Et nous, c'est ce qu'on voulait essayer d'éviter. Alors que ce Klebner, bien que je puisse me rappeler, c'est des raisins qu'on a récoltés, ils avaient entre 15,5 et 16,5. Et finalement, le vin, il a fermenté, il lui reste 13 grammes de sucre. Donc finalement, l'équilibre sucre, acidité, alcool est tout à fait bon aussi. C'est pas parce qu'on vendange un raisin à 16 qu'il faut qu'il ait 13 degrés et puis il reste en sucre. Le vin d'Alsace, c'est pas non plus forcément du vin sucré. Est-ce qu'on peut dire que le Klebner, finalement, c'est un peu comme le Muscat en cave, c'est un vin versatile? Peut-être un petit peu moins. Après, c'est vrai que nous, on a déjà fait l'expérience avec du Muscat. Et le Muscat se goûte toujours très bien quand la lune est montante. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que finalement, difficilement. quand mon père était encore là, qu'on avait remarqué les deux, un coup, j'ai dit tiens, on va aller à la cave. On arrivait devant la cuve de Muscat, on n'en a jamais des quantités astronomiques. On goûte cette cuve de Muscat et franchement, même si il y avait marqué Muscat écrit à la craie sur la cuve, on ne savait pas dire que c'était du Muscat. Et puis juste après, on y est retourné, puis j'ai regoûté le Muscat, j'ai fait tiens, aujourd'hui ça va. Et puis bêtement, j'ai regardé le calendrier avec les lunes, demi-lunes, lune croissante, décroissante, et je me suis aperçu que le Muscat, il se dégustait vraiment très bien quand la lune était croissante. Donc depuis, on va dire s'occupe du Muscat quand la lune est croissante. Sans aucun, on va dire, a priori sur la biodynamie, aucune idée biodynamique. C'est pas ça le propos. Mais, voilà. Donc peut-être le Klebner, c'est la même chose. L'avenir nous le dira. Avant de passer au prochain vin, on va peut-être parler un petit peu du domaine quand même. Oui. Comment est né ce domaine Donc ce domaine est né il y a déjà quelques années, puisque d'après on va dire les écrits, notre arbre généalogique, on est viticulteur depuis plus de 11 générations, depuis 1778. Donc la tradition, on va dire familiale, on va dire, se transmet. Nous, on a essayé de lui donner un nouvel essor. Moi, j'ai repris la suite de mes parents dans les années 95. Avec Céline, on lui a donné un nouvel essor, on va dire, dans les années 2004-2005. Voilà. Ben, moi, en fait, j'avais fait des études d'agronomie. Donc, en fait, j'étais pas si loin que ça, on va dire, du monde viticole. Mais sans le connaître, on va dire, parfaitement non plus. Hein. Donc, on a ouvert la boutique, notre première boutique en 2005. Avec vraiment une volonté de s'ouvrir, en fait, sur l'extérieur. Puisque quand Yvan a repris le domaine, en fait ses parents vendaient essentiellement le vin à des cavistes, à des grossistes et à la restauration. Mais en fait on avait vraiment zéro vente au domaine, donc on est parti, on va dire, quand même de zéro. Avec même moins zéro. Ouais, moins zéro. On avait une grande façade avec tous les volets fermés. Voilà. Et donc, finalement, il faut se refaire à nous. On se demandait si derrière tout ça il y avait de la vie. Voilà. C'est vrai qu'étant placé là où on est à peu près à équidistance entre Strasbourg et Colmar. Voilà. Finalement, géographiquement, on est très bien placé, on est en centre Alsace. Ouais. Et puis c'est vrai qu'avec des efforts, de la persévérance, et puis aussi peut-être des bonnes idées, on arrive tout à fait à construire quelque chose et avoir un avenir tout à fait optimiste. Ouais. Alors c'est vrai qu'en 2005 on a ouvert la première boutique, au départ plutôt dédiée au vin. Ensuite moi j'ai voulu apporter quand même une touche quand même relativement féminine, donc en développant un petit peu à l'époque, on va dire, de l'art de la table, de l'épicerie. Le but pour moi était de faire venir en fait la femme chez nous, de ne pas toucher uniquement, on va dire, la gente masculine,
Et parce que moi, la première, quand j'allais dans une cave, ça me saoulait. Donc je me suis dit, je n'ai pas envie de faire vivre ça à mes clients. Donc j'ai voulu amener un côté cocooning où on se sente bien. Donc on a ouvert en 2005. Ensuite on a mûri le projet, on a vu ce qui marchait pas. Donc très bien situé, d'énormes bâtiments, mais en même temps peut-être un manque quand même de visibilité. Les gens nous le disaient, voilà, chez vous c'est énorme, on ne sait jamais trop par où rentrer. Donc voilà, il faut se remettre en question. Ce qu'on a fait en 2015, donc on a retravaillé tout le domaine avec la nouvelle boutique, où là on a créé en fait une boutique qui lie en fait l'ancienne partie à la cave. Et donc aujourd'hui on développe énormément de groupes. Et en fait c'est ce qu'on aime faire. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est, en tout cas moi j'adore, c'est parler du domaine, même si c'est pas mon histoire, c'est quand même une histoire que j'ai en moi. Enfin voilà, je veux dire, la famille m'a accueilli les bras ouverts, on m'a toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire. Enfin, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Et aujourd'hui, je le rends à la famille en essayant de développer le domaine à ma manière, parce que je pense que j'ai peut-être une autre vision aussi des vins d'Alsace. Le côté marketing, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le contact avec les gens. On a aussi les gîtes, donc avec 5 gîtes, 28 lits. Donc on a vraiment créé tout un petit pôle, on va dire touristique, où on a plein d'activités autour du vin. Donc on passe de la visite de cave, on peut venir dans les gîtes, on fait de la petite restauration, on a un salon de thé. Et donc là, pour début 2020, on rénove intégralement la cave avec une extension, puisque nous sommes passés en conversion biologique, ce qui nous demande en fait une nouvelle cuverie, puisqu'on n'a pas suffisamment de cuves pour pouvoir avoir des petits lots. C'est aussi le but, c'est aussi non seulement de passer en biologique, mais c'est aussi de créer des petites cuvées. Et c'est ce qui manquait à Yvan, et on a privilégié pendant 10 ans en fait le côté commercial. Donc aujourd'hui, le côté commercial est lancé, maintenant on va retravailler vraiment tout le côté production, donc avec cette nouvelle cave. Et le petit plus de cette future cave, c'est qu'il y aura tout un parcours scénographique. Donc on est en train de travailler avec des artistes, et voilà, et on vous laissera la surprise pour 2020. C'est un gros projet. Et qui nous tient à cœur, et qui, je ne vais pas dire qu'il bouclera la boucle, parce que chez nous la boucle, je ne sais pas si elle sera bouclée. Elle pourra compléter l'offre. Voilà, elle complétera l'offre en attendant encore d'autres idées. Voilà. Pour revenir sur ce que tu as dit avant, avec finalement l'achat masculin du vin, Ouais. est-ce qu'en 15 ans d'évolution, tu as vu finalement un changement à ce niveau-là? Ouais, moi j'ai une clientèle féminine qui est très très importante, et je pense que le magasin, si je l'ai autant développé, enfin la partie boutique, c'est parce que j'ai su capter vraiment la femme. Et souvent, c'est la femme qui donne au mari l'impulsion d'achat. Voilà, Ouais. Donc, souvent, quand voilà. la femme dit ça me plaît bien, souvent le mari, ils sont un peu obligés de dire oui. Hein. On va dire que souvent l'homme, il goûte, il dit moi j'aimerais bien ça, ça et ça. Et après, si on n'a pas entre guillemets dans la poche l'épouse, elle va dire non, écoute, ça fait trop cher. Voilà, donc le but c'est toujours ce relationnel qui est vraiment hyper important. Et il ne faut pas le négliger. Et en plus, moi, le fait de... Donc aujourd'hui, j'ai une clientèle féminine qui vient seule au caveau pour chercher du vin, mais aussi parce qu'on a de l'épicerie fine. Donc en fait, elles vont faire un colis, elles vont mettre une confiture, enfin voilà, diverses choses. Mais en même temps, au passage, elles vont mettre une bouteille de vin. Dans notre démarche aussi de nouveaux produits, on pense toujours au côté très féminin. On travaille aussi des rosés, puisqu'on a une tendance rosée. Là, on va sortir un crément ice, puisqu'on est aussi sur cette tendance de crément frappé à boire avec des glaçons. Donc c'est aussi un crément qui va sortir dans les semaines. Voilà. Tout est prêt dans les semaines qui viennent. Et en fait, on essaye. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la femme, c'est qu'il y a un échange. Et j'arrive, aujourd'hui, j'oriente Yvan
dans sa vinification par rapport au retour que j'ai de mes clientes. Donc il faut que tu laisses parler ton côté féminin, Yvan. Ouais, voilà. mais en fait, on se rend compte qu'il faut s'adapter en permanence. Et puis c'est vrai que on fait d'abord les vins qu'on aime et il ne faut pas faire juste les vins qu'on aime. Il faut aussi faire les vins que les clients aiment. Ouais. C'est et ça puis aussi, je pense hein. qu'aujourd'hui, le vin fait partie de la gastronomie et que la gastronomie, mine de rien, la femme a sa place. Enfin, je veux dire, elle n'est pas juste derrière le fourneau. Aujourd'hui, elle est aussi là, quand elle cuisine, elle a envie de savoir quel vin elle peut associer à son plat. Et voilà, on est là pour la conseiller. Après, moi je travaille aussi beaucoup avec les entreprises. Et les entreprises, mine de rien, souvent les personnes qui s'occupent des achats pour des comités d'entreprise, souvent ce sont des femmes. Donc voilà, moi je travaille vraiment ça. Après, j'aime bien aussi c'est aux hommes, hein. Mais je pense que c'est important. Et puis chez nous aussi, alors on est un peu atypique pour ça, parce que ça nous a coûté aussi beaucoup de choses, mais le fait qu'on ne fait pas que du vin. Et on ne se rend pas compte, mais tout ce qui tourne autour du vin représente quand même aussi une grosse partie de notre, on va dire entre guillemets, de notre chiffre d'affaires. Il y a aussi l'achat d'impulsion. Donc quand les gens vont venir peut-être pour du vin, peut-être pour de l'épicerie, pour un t-shirt, pour manger, pour boire un verre, peu importe. Mais ils vont aussi toujours repartir avec le petit truc. En plus, voilà. Donc je pense qu'avant, on est viticulteur, mais on est aussi, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi des commerciaux et que si on veut sauvegarder notre patrimoine, notre histoire, en tout cas nous on a en charge un énorme patrimoine avec beaucoup de bâtiments et en fait quand on a récupéré moi quand je suis arrivée en 2005, vu de l'extérieur, j'avais l'impression que c'était magique. Et en fait quand on est dedans, on se rend compte que dès qu'il y a des travaux, tout est démesuré. C'est un peu comme les personnes qui héritent d'un grand château, c'est que après il faut le faire vivre ce château. Et aujourd'hui c'est ce qu'on fait à travers le magasin, à travers nos vins. Et il faut qu'on s'adapte. On s'adapte tout le temps. Ce qu'on faisait il y a 5 ans ou 10 ans, on ne le fait plus forcément. C'est pas parce qu'on faisait ça qu'on se dit non, moi j'ai fait comme ça, je ferai comme ça et je ferai toujours comme ça. Celui aujourd'hui qui sait plus s'adapter, finalement, je pense que ça risque d'être compliqué. Ouais, et en même temps, je pense que fondamentalement, vous avez une approche globale avant du vin. Vous n'avez pas une approche par un sens, quoi. Non. Le côté positif aussi, c'est que souvent le client, quand il va chez un viticulteur, il n'y a souvent que lui, à moins que ce soit aux périodes estivales ou dans un village super touristique. Il n'y a souvent que lui, et puis les gens pourraient peut-être se sentir gênés de partir qu'avec une ou deux bouteilles. Ouais. Chez nous, ils peuvent venir, ils peuvent partir avec rien, ou ils peuvent partir avec une bouteille, avec une demi-bouteille, avec rien, voilà. L'essentiel, c'est qu'ils viennent et puis qu'ils aient pu boire, découvrir. Voilà, c'est une expérience. Et en fait, c'est ça qu'on veut faire vivre. Alors, des fois, les gens vont venir au départ pour un thé, et ils vont revenir, et un jour, ils vont goûter vos vins, et ils vont venir avec de la famille, parce que le concept plaît. Et en fait, on arrive aujourd'hui à gagner une clientèle comme ça, et le magasin se développe vraiment très très bien. On est vraiment très content. Mais par contre, on ne reste pas sur nos acquis. On est toujours, après ça fait partie de notre personnalité, un petit peu à l'affût de ce qui se passe ailleurs. Et comme disait Yvan, voilà, ce qu'on faisait il y a 5 ans, on ne le fait plus forcément. Et ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fera peut-être plus dans 5 ans. Donc il faut constamment écouter. Et puis le monde bouge vite. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une mondialisation. Je veux dire, c'est plus Guerbillère en Alsace, c'est Guerbillère en Alsace, mais en Alsace en France dans le monde. Et en fait, il ne faut pas l'oublier, et donc il faut s'adapter, même si des fois, c'est pas forcément à notre goût. Moi, je vois quand j'ai commencé à parler à Yvan de l'ice, vous dites à un viticulteur, on va faire de l'ice, ouf,
C'est pas chaud. voilà, c'est chaud parce Ouais, que c'est on chaud. va peut-être perdre complètement C'est le cas de le le côté dire. cépage, le côté ce qu'on a mis des années à avoir dans notre crément, mais en même temps en créant un ice, on va toucher peut-être une nouvelle On essaye clientèle. de suivre une tendance et Voilà. peut-être aussi de toucher une clientèle plus jeune. Voilà, Qui plus va jeune. peut-être boire le crément, enfin Il commencera avec vraisemblablement, un ice. on va dire avec une autre approche. Voilà. Puis il Et après commencera peut-être peut-être, avec un ice. finalement, ils boivent du crément, peut-être c'est mieux qu'ils boivent du crément plutôt qu'un whisky coca. Hein. En tout cas pour les vins d'Alsace, c'est quand même mieux. C'est sûr, ça pour les vins d'Alsace, ça peut faire que du bien. Voilà. Donc du coup, voilà, on essaye de s'adapter. On mais essaye par toujours contre, d'aller dans ouais. la tendance et puis de regarder ce qui pourrait se faire, ce qui pourrait fonctionner. Mais après, il ne faut pas perdre ses repères. C'est faut aussi pas se cogner, quoi. voilà, il faut pas oublier qu'on a une gamme traditionnelle, qu'on a ces QVZ. Il faut vraiment avoir, c'est vraiment important de ne pas penser qu'au côté commercial, parce que je veux dire, si derrière vous avez un mauvais produit, même s'il est hyper bien marketé, les gens vont venir une fois mais ils ne vont pas revenir. Donc voilà, derrière, il faut être vigilant aussi à ce qu'on fait. Et voilà, là on a créé par exemple, c'est vrai qu'on en parle là parce que c'est le vin qui va sortir du crément, mais en sortant notre crément Ice, en parallèle, on sort un crément millésimé 2013, donc on va toucher un tout autre public. On aura notre crément rosé, on aura un crément blanc traditionnel et on va avoir aussi un crément blanc de noir. Et en fait, on a cherché à se diversifier autour des créments pour toucher justement tout type de public. Mais on n'oublie pas les vrais amoureux du vin avec aussi un crément millésimé. Qui sera, je pense, apprécié par certaines personnes. Pas du tout les mêmes qui vont apprécier l'ice, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est notre vision des choses. Toutes les tranches d'âge. Voilà. C'est ce que je disais avant, une approche globale. Une approche globale, ça c'est important. Voilà. Donc on va peut-être parler du troisième vin. Parce que sinon il va être bouillant. Très chaud. Donc en fait ce pinot noir 21, donc ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas encore à la vente parce que pour nous il n'est encore pas à son apogée. C'est un pinot noir donc 2015, donc qui vient en fait du Grand Cru de Sotzenberg sur la commune de Mittelbergheim. Donc on est sur la partie que l'on appelle le Rotland, donc en fait de l'autre côté de la route par rapport au Grand Cru. On est sur une orientation plutôt est, sud-est. Donc comme son nom le dit, donc le Rotland, donc on est sur des terres rouges, donc terroir marno-calcaire avec pas mal d'oxyde de fer. Donc nous, la famille a fait le choix de planter un pinot noir parce que par ces oxydes de fer, on a vraiment une expression optimum pour le cépage. Donc des vins qui sont très riches par le terroir, puisqu'on est sur des sols qui sont quand même chauds, avec une orientation, donc, comme je l'ai dit, donc sud-sud-est, mais des sols aussi assez lourds qui retiennent aussi l'humidité. Et donc on a un vin qui va être très, très opulent, très riche. Et donc ensuite, on le travaille donc en barrique. Et donc là, on va attendre que la barrique se fonde pour pouvoir le vendre. Donc on l'a goûté il y a quelques temps. Avec un sommelier d'un restaurant, on va dire des environs. Voilà, et on a encore fait le choix de le laisser en cave. Donc lui, il en a commandé 4 cartons pour pouvoir en avoir. Voilà, donc mais il m'a demandé quand est-ce que nous on allait le sortir, alors j'ai dit... Quand il sera prêt. Quand il sera prêt. Voilà, on se refuse de vendre le vin. Bon, c'est un vin qui est toujours très attendu. Pareil, on n'en fait pas tous les ans. Oui, on n'a pas des quantités astronomiques. Hein. On a, on va dire,
entre 600 et 800 bouteilles. Hein. On a une vigne qui n'est pas très très grande. Mais c'est vrai que historiquement, on a toujours eu du pinot noir, on va dire sur ce côté du Zotzenberg, ce côté Rotland. Et franchement, par rapport au pinot noir qu'on peut trouver ici dans le coin, Gertulaire ou Heiligenstein, on va dire 9 années sur 10, on se croirait être dans un autre millésime. Si ici la qualité, on va dire, est moyenne, là-bas la qualité est toujours extraordinaire. C'est fou. Hein. C'est vraiment aussi ça qui est intéressant, d'avoir des vignes, pas tout au même endroit, mais on a des vignes, on va dire, à 12-13 km à la ronde. Et c'est vraiment super sympa parce que le même millésime, on arrive à avoir des choses complètement différentes. Votre vignoble est réparti sur combien de communes à peu près? Gertulaire, Heiligenstein, Mittelbergheim et Schervillers. Ça va. Voilà, Schervillers. Donc c'est sûr, quand il faut aller Et à on a Schervillers, plus de 50 parcelles, parce que comme c'est on un est petit passé peu en loin. conversion bio, donc on a dû faire le parcellaire, on s'est amusé. Voilà, parce qu'il a fallu retrouver toutes les parcelles. Donc ça, les trouver, ça allait, mais on s'est rendu compte quand même qu'on a un vignoble qui est très découpé. Assez morcelé. Voilà, très morcelé. Et ce qui fait aussi qu'on a une gamme aussi large. Et voilà, donc notre dernier souhait, on va dire, ça serait d'avoir un jour un route de trotte. Mais Comme ça, on aurait 2 appellations communales. voilà, là on C'est a le le même Rittersberg, viticulteur, on est c'est quand le même même content. viticulteur. Voilà. Et en fait, les gens, c'est ce qu'ils recherchent aussi aujourd'hui. Ce sont de nouveaux produits, de nouveaux terroirs. Voilà. Donc alors, comme le disait Céline en 2003, les belles années, le pinot noir, on le vinifie de manière, on va dire, peut-être un peu différente des autres viticulteurs. Donc nous, on ne cherche pas uniquement la maturité, on va dire, en sucre, mais aussi la maturité phénologique. Donc très régulièrement, avant d'aller cueillir le pinot noir, on va dans la parcelle, on croque la peau, on regarde les raisins, on croque les peaux, on regarde la pulpe, on croque les raisins, on regarde la couleur du raisin, que le raisin soit, le pépin soit bien brun, pour que la maturité phénolique, va dire, soit vraiment, on va dire, au top du top. Et donc, quand on a ça, en général, on y va le matin tôt. Et en général, à midi, hein, la parcelle est finitivement mangée. Donc, on l'encuve avec des raisins entiers, à peu près sur le premier tiers du fond de la cuve. Ça, c'était mon job. C'était le job de Céline en 2003. J'avais personne, donc là, j'avais de la main-d'œuvre, on va dire, pleine de bonne volonté. Donc, on tapisse à peu près un tiers de la cuve en Ça vendange voudrait dire entière. qu'entre temps, elle ne l'est plus de bonne volonté pour que ce ne soit plus toi? Non, maintenant, chacun son business. Et après, le reste du raisin, on va dire, est raflé. Donc nous, on fait toute la fermentation alcoolique, on va dire, pendant la macération. On ne fait pas partie des gens qui font les 2 tiers de la fermentation alcoolique en macération et après qui décuvent et qui finissent en cuve. Nous, on fait, on va dire, de A à Z, toute la fermentation pendant la macération. Donc en général, la macération, elle dure à peu près 3 semaines, en gros. Et après, les jus de goutte sont séparés avec les jus de presse. Donc les jus de goutte sont clarifiés, on va dire, une nuit. Et ensuite, on les entonne en barrique. Et on les laisse tranquilles. Pas d'ensemencement pour la fermentation malolactique. On les ouille, on va dire, tous les 8 jours. Et allons-y, c'est parti. Donc on essaye vraiment d'être assez peu interventionniste sur nos barriques de pinot noir. On les ouille régulièrement et puis en général, les résultats, c'est pas trop mal. Donc ça c'est une cuvée, comme j'ai dit tout à l'heure, où on fait un élevage de 21 mois de barriques. Donc j'ai eu la chance d'être à Beaune à l'école il y a quelques années et en fait j'ai gardé contact avec différents viticulteurs et après c'est très intéressant aussi parce qu'on peut avoir des retours de telle et telle tonnerie et depuis quelques années on utilise des fûts qui me plaisent particulièrement et c'est vrai que c'est en pouvant discuter avec des collègues viticulteurs on va dire de Bourgogne qui puissent aussi on va dire, nous aiguiller, nous dire moi j'ai préféré telle et telle tonnerie, moi celle-ci. C'est vrai que
la vinification de raisin a une importance, mais après l'élevage, je pense qu'il est tout aussi important. Et souvent, on fait plusieurs barriques et après on fait des assemblages. Toujours assemblage, parce que certaines barriques vont apporter peut-être plus de bois. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Certaines barriques ne passeront pas en barrique, vont passer dans le pinot noir traditionnel parce qu'on estime qu'il n'est pas suffisamment bon pour être valorisé, on va dire, en élevage barrique. Donc Ça c'est vraiment aussi important. ce pinot noir, je n'ai pas précisé, mais il y a à peu près 50% de barriques neuves. Donc ça c'est un choix quand le vin, on va dire, à la maturité, le coffre, pour pouvoir supporter 50% de bois neuf, on le fait. Et on le fait aussi parce qu'on sait que le vin, à peine il sera en bouteille, il ne sera pas tout de suite mis à la vente. Là, il sera vraiment vendu quand on trouvera que le vin répondra à nos critères, à nos exigences, on va dire, gustatives. Donc au nez, moi je trouve que c'est un nez, on va dire, de fruits rouges, très très griotte, kirché. Un petit peu pâte d'amande aussi. La bouche est relativement soyeuse. Elle n'est pas encore ce qu'on attend, parce que je trouve qu'en rétro-olfaction, il y a encore un côté, une petite dureté qui me revient. Après nous, ça ne nous dérange pas, parce qu'on a des palais peut-être un petit peu plus culottés que la moyenne. Et après, il faut se mettre à la place de monsieur ou de madame tout le monde, qui va peut-être pas forcément le goûter à la bonne température non plus. Donc là, le vin s'est peut-être réchauffé un petit peu pendant la demi-heure où on a parlé. Mais c'est surtout pas des vins qu'il faut boire glacés du frigidaire. Ça, pour casser le vin, il n'y a pas de mieux. Donc, je pense que d'ici, on va dire, 6 mois, je pense qu'on devrait commencer à le commercialiser. Parce que j'ai certains clients qui commencent à être impatients. Voilà, mais il faut savoir se faire attendre. Mais notre but aussi, et puis c'est vrai que c'était un petit peu difficile avec les petits millésimes, on va dire, quantitativement parlant, mis à part 2018. Mais pour nous, c'était vraiment un problème. C'est un problème d'avoir des vins, on va dire, de millésimes antérieurs. Parce que souvent, il y a une clientèle qui aime bien goûter des millésimes, des vins du millésime juste d'avant. Donc en l'occurrence, là on est en 2019, avoir des millésimes juste de 2018. Mais il y a aussi une certaine clientèle, et peut-être de plus en plus de gens qui cherchent des vins, on va dire, plus vieux, qui se goûtent différemment. Eux, ils ont aussi, on va dire, une approche du vin différente, peut-être aussi un petit peu moins, on va dire, primitive, entre guillemets, que les autres clients. Et c'est vrai que moi, je suis content maintenant de pouvoir proposer à notre carte des vins qui ont des millésimes, je sais pas, 2008, 2010 ou 2015 pour ce pinot noir. Avant, on n'avait que des millésimes d'il y a 1 ou 2 ans en avant. C'est vrai que ça a été compliqué parce que on a eu le développement de la boutique et avec des rendements, les 5 mauvaises années. Donc pour nous, ça a été assez compliqué parce que notre objectif était de développer quand même la structure, c'est quand même le nerf de la guerre. Et en même temps, avec très peu de vin en cave. Et après, c'est toujours compliqué d'expliquer aux clients que le vin, il va coûter un certain prix parce qu'on n'a pas beaucoup de rendement. Donc il va peut-être être 1 ou 2 euros plus cher que l'année précédente. Parce que voilà, nous je vois sur le Klevner, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en 2019, je ne sais plus c'est en quelle année, où on limitait l'achat des bouteilles à 6. C'est-à-dire que les gens qui venaient avaient juste droit à 6 bouteilles. Bien sûr, après, il y a ceux qui reviennent. Mais en fait, ça nous permettait de freiner la vente. Alors c'est vrai que certains étaient déçus, mais en même temps, ce qu'on voulait, c'est que tout le monde puisse en avoir. Et donc, du coup, on
on avait mis voilà, des quotas à la vente. Et des fois, mais c'est frustrant, des très fois les frustrant. clients ils comprennent pas, hein. Moi je me rappelle, c'est quoi, ça devait être 2 ou 3 années en arrière, entre fin novembre et mi-décembre, des gens qui venaient chercher du Klebner. Donc si c'était en 2017, c'était le vin 2016. Et on leur a dit, écoutez, on est désolé, on n'en a plus. Par contre, le Klebner qui suit, 2017, on le mettra en bouteille, on va dire, rapidement, on va dire, fin février, début mars, pour qu'on essaye de pouvoir faire le lien, on va dire, Assez de manière rapidement, rapidement. Et c'est vrai que les clients, il y en a certains qui m'ont dit, ah mais si je reviens dans 15 jours, alors est-ce qu'il y en aura? Donc ça c'est une petite image un petit peu, on va dire, rigolote. Ouais, rigolote. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas comme on veut faire des pâtes, on n'en a plus dans le placard, on va chez l'épicier du coin, on va chercher un Oui. paquet de pâtes. Hein. Le Quand on vin, n'a plus de vin, soit il est Faut dans la attendre. cave, il faut le mettre en bouteille, ou il est en cours d'élevage, ou alors il y en il a faut plus. être patient. Quoi. Oui, il faut être patient, voilà. Et après 2018 nous a permis quand même de remonter les stocks. Voilà, on espère que 2019 sera aussi quand même une belle année. Voilà, pour tout le monde, hein. Une année que tout le monde le souhaite. Hein. C'est On clair. arrive au bout sans catastrophe. Et voilà. On ne peut pas dire aujourd'hui ce qu'on va avoir, parce que ça aussi, on a beaucoup de clients qui nous disent oh, 2019, ça sera comment? Mais Il est juste encore un petit peu. il est juste encore un peu tôt, on n'a même pas eu la floraison. Ça. Voilà, on a les petits grappillons qui sont là, on arrive à peu près à savoir si on aura du rendement ou pas de rendement. Tout à fait. Mais je veux dire, après, on a encore tous les aléas climatiques qui vont passer par là, donc tant que c'est pas dans la cave, on ne sait pas. Et tout peut se jouer, je veux dire, à 15 jours des vendanges. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment Bon. trop tôt. Logiquement, on ne devrait plus avoir de gel. Normalement, le gel, Ça c'est déjà presque sûr. mais on a quand même un temps assez chaotique. Ouais, c'est clair. Et voilà, qui me fait quand même assez peur cette année. Mais bon, après, Voilà. on vit avec et c'est aussi toute la richesse de notre métier. Enfin, je veux dire, c'est de pas pouvoir. Enfin, moi, je dis toujours aux gens, l'Alsace, on a une diversité géologique qui est énorme. On a cette diversité variétale, enfin les cépages, qui est énorme. Enfin, je veux dire, c'est la plus importante aussi qu'on puisse trouver. Ensuite, on a quand même 5000 viticulteurs, donc un côté humain qui est très important. Chacun travaille à sa manière. Ensuite, ce qu'on oublie, enfin, donc le viticulteur, lui, va vraiment travailler, chacun va travailler à sa manière. Et après, on a aussi les caves. On l'oublie, mais nous, on travaille sur de la cuverie bois. On a la chance d'avoir une cave qui date de 1850, c'est pas qu'on n'en a pas parlé, donc avec des foudres de chêne qui sont là, qui sont ancestraux, enfin, qui font partie de notre histoire et qui adorent travailler parce qu'on n'est pas sur quelque chose d'inerte, on est sur quelque chose de vivant. Et en fait, quand on part du sol jusqu'à la bouteille, il y a tellement de facteurs. Et après, le climat, justement, le côté climat, voilà, ce que la nature va nous donner, va aussi nous donner, qu'au bout, on est incapable, en tout cas, de reproduire le même vin. Et même avec la meilleure volonté du monde, on peut pas. avec la même recette de base, C'est impossible. c'est quasi impossible. Et après, le vin que moi je vais proposer, enfin que l'on va proposer, ça ne sera pas le même vin que mon voisin va proposer. Et c'est aussi bien, enfin, je veux dire, au moins il y en a pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment la grande richesse des vins d'Alsace, c'est de pouvoir proposer autant de gamme, autant de vins. Et je pense qu'ils vont répondre à tout le monde. Ouais, je pense Les que voilà. tout le monde arrive à trouver dans la palette des vins d'Alsace au moins une chose qui pourrait plaire. Voilà, nous c'est vrai qu'on a dû en choisir 3. Après, on peut aurait recommencer pu la dégustation demain, faire on en a 3 3 autres. On Il n'y a aucun recommence. problème. Voilà, je pense qu'on a Ok. fait le tour En tout cas, de notre merci petite pour cette belle histoire. découverte. Voilà, merci à vous et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.